30 au cœur de l'actualité. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information sur A30 Télévision. Ce journal s'ouvre au Palais du Peuple où le président de la République, Félix Tshisekedi, a participé à la cérémonie de la rentrée judiciaire du Conseil d'État, exercice 2024-2025. Le Conseil d'État qui est la plus haute juridiction administrative du pays. Et lors de son discours, la première présidente de cette institution, Marthe Odieu, a insisté sur les mécanismes de contrôle des actes autorités administratives centrales. Dans un état de droit, les actes pris par les autorités administratives doivent être conformes aux normes juridiques ci-après. Je cite la Constitution, les traités et accords internationaux, les lois organiques, les lois, le règlement, la jurisprudence, la coutume et les principes généraux du droit. Cependant, le principe de l'égalité connaît des limites s'agissant des circonstances exceptionnelles, étant donné leur caractère imprévisible et insurmontable. Il s'agit des cas de force majeure, l'état d'urgence, l'état de siège. À titre d'exemple, on peut citer l'état d'urgence sanitaire dû à la pandémie de Covid et à l'état de siège partiel consécutif à la guerre à l'Est. En effet, il est admis que dans certaines situations de crise, il faut faire le choix entre la survie de l'État et le respect strict du droit. Cette restriction concerne également les actes de gouvernement qui échappent à tout contrôle juridictionnel. Et le mécanisme de vérification ad hoc renforcé du processus de Luanda a été lancé ce mardi 5 novembre à Goma, dans la province du Nord Kivu. La cérémonie du lancement a eu lieu à la frontière entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Placé sous la direction de l'Angola, ce mécanisme vise à assurer un suivi non seulement du cessez-le-feu, mais aussi de leurs accusations mutuelles d'agression et d'attaque. Reportage de Daniel Mouchambero, correspondant d'Actu 30 à Goma. Alors qu'une vive tension s'observe entre le Rwanda et la RDC depuis la résurgence de la rébellion du M23 dans la province du Nord Kivu, les deux ministres des Affaires étrangères sous la médiation de l'Angola se sont rencontrés dans la ville de Goma. Le mécanisme est composé de 18 officiers angolais, 3 officiers de liaison congolais et 3 officiers de liaison rwandais. Le mécanisme a pour mission de vérifier les violations du cessez-le-feu entre les parties au conflit. De son côté, l'Angola se félicite de ces pas franchis par les parties en conflit. Du côté congolais, aucune déclaration. Jean-Claude Babanzé de la société civile du territoire du Rutshuru sous contrôle du M23 ne croit pas à ces processus. C'est quoi ces mesures de défense? Pourquoi il ne veut pas dire clairement qu'ils vont retirer le RDF sur le sol congolais? C'est pourquoi nous disons que demain, ne vous étonnez pas qu'ils disent non, voilà, nous on n'a jamais demandé que les militaires rwandais vont se retirer, alors que nous on attendait qu'ils disent clairement qu'ils s'engagent, qu'ils vont retirer ces militaires sur le sol congolais. Il faut noter que c'est toujours le même discours que nous avons toujours entendu. On n'a pas vraiment entendu ce que nous pensions entendre. C'est surtout l'arrêt de la guerre, c'est surtout le retrait de RDF sur le sol congolais. La prochaine session ministérielle est prévue le 16 novembre à Luanda. Le plan de neutralisation des FDLR rwandais et le retrait de troupes rwandaises sur le sol congolais sera approuvé par les deux ministres. Dans le cadre du mandat lui confié par le Conseil de sécurité dans la résolution 2646, la MONUSCO a apporté un appui en matériel et en formation à la force de SADC. Viviane Despères, représentante spéciale adjointe de la MONUSCO chargée des opérations, a remis le lundi au commandant adjoint de la SADI DRC 30 containers maritimes pour soutenir les opérations militaires contre le M23. Être venu encore une fois à la siège de SAMIDRC à Goma. Aujourd'hui, je suis venu pour formaliser, en compagnie du commandant adjoint de la force SAMIDRC, une donation logistique de 30 containers et une voiture blindée de la part de la MONUSCO
conformément à la résolution du Conseil de sécurité qui a demandé à la MONUSCO d'appuyer Samediacy dans la mesure du possible avec nos moyens logistiques disponibles et dans la limite de notre mandat. Par ailleurs, nous lançons aujourd'hui la première série de formations aux officiers de Samediacy sur les questions de droits de l'homme, de droit international humanitaire, de protection de l'enfant, protection des civils, de conduite et discipline et autres. La MONUSCO va continuer à appuyer Samediacy car nous travaillons tous pour la pacification de l'Est de la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Retour dans la capitale et nous allons prendre la direction de la primature où la première ministre Judith Suminwa a présidé une séance de travail avec la délégation de l'inspection générale des finances. Plusieurs sujets abordés dans l'implication de l'IGF pour la réussite du budget 2025. La suite en images. Renforcer la contribution de l'inspection générale des finances, c'est le grand objectif de cette séance de travail entre la première ministre Judith Suminwa Tuluka et la délégation de l'IGF, conduite par son inspecteur général chef des services, Jules Alinguete. Au cours de la rencontre, plusieurs questions ont été abordées en rapport avec l'organisation des recettes, la gestion des établissements et entreprises publiques, ainsi que certains problèmes économiques. Le gouvernement veut une bonne mise en œuvre du budget 2025, dont le projet de loi est en examen approfondi à l'Assemblée nationale. La chef de l'exécutif a ainsi sollicité l'implication de l'IGF pour une gestion rigoureuse des finances publiques. Nous avions suivi les débats. Nous, en tant qu'Inspection générale des finances, service d'audit placé auprès de l'exécutif, nous avions vu ce que nous devons faire, qu'est-ce que nous devons mener comme action pour que le budget 2025 puisse être une réussite. Et c'est aussi parmi les préoccupations que nous avions partagées avec l'autorité, quelle peut être notre contribution à la bonne exécution du budget de l'exercice 2025. Les parties prenantes à la réunion ont aussi noté la nécessité de prendre des mesures concrètes afin d'améliorer la gestion des entreprises publiques. Restons encore avec la première ministre qui a lancé lundi la 17e réunion de l'équipe multidisciplinaire du Fonds de l'alimentation et de l'agriculture en Afrique centrale. Ces assises de FAO sont placées autour du thème le potentiel de l'écosystème agroalimentaire en Afrique centrale. Judith Suminwa a salué l'accompagnement de FAO avant de marteler sur la détermination de la RDC d'éliminer la faim. Mue par la volonté de transformer l'écosystème agroalimentaire, de garantir la sécurité alimentaire, de créer des emplois et de valoriser les filières porteuses, les pays d'Afrique centrale sont confrontés, comme cela a été dit, à des réalités multiples, parfois différentes, mettant en péril le bon vouloir de vivre ensemble. Le gouvernement de la République démocratique du Congo réitère son engagement à éliminer la faim, à renforcer durablement la résilience des populations vulnérables, à promouvoir l'essor du secteur agroalimentaire et à faire un véritable levier et à en faire un véritable levier du développement. Sur ce, je déclare ouverte la 17e réunion de l'équipe multidisciplinaire de la FAO pour l'Afrique centrale et je vous souhaite des fructueux travaux. Je vous remercie. Autre chose à présent, face aux inondations dans la ville de Kinshasa et dans d'autres villes du pays, la Banque mondiale disponibilise des ressources pour réduire ces incidents et le choc socio-économique qui en découle. L'annonce des fonds disponibles, 200 millions de dollars américains, a été faite par Ali Sono, représentant de la Banque mondiale lors de l'atelier sur l'identification et priorisation de l'investissement en faveur des villes affectées par les inondations. Atelier lancé lundi à Kinshasa par le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité. Excellence!
Le principal objectif de l'atelier sur l'identification et priorisation des investissements en faveur de villes affectées par les inondations est de réduire le choc socio-économique lié au changement climatique. Les villes de Kinshasa, Uvira et Kalemi, principalement touchées par les inondations en RDC, sont ainsi choisies dans le cadre de l'élaboration d'une stratégie de réduction de risques de catastrophe. La Banque mondiale, partenaire de la République démocratique du Congo, a disponibilisé des 100 millions de dollars américains afin d'endiguer ces inondations et pallier ses corollaires. Les impacts combinés de ces inondations, des glissements de terrain et des érosions dans les zones urbaines de la RDC et les besoins de relèvement dépassent présentement plus de 2 milliards de dollars chaque année. Les pertes qui en résultent ont un impact significatif dans l'accentuation de la pauvreté car elles touchent les ménages marginalisés et vulnérables. C'est dans ce contexte qu'en réponse à la requête du gouvernement, la Banque mondiale a mobilisé des ressources à travers le guichet de réponse aux crises. Ces ressources visent à renforcer la capacité du gouvernement à gérer des risques liés au climat et aux catastrophes et à renforcer la résilience des infrastructures essentielles dans certaines villes. La République démocratique du Congo, à travers le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité qui a lancé cette activité, a salué l'appui de la Banque mondiale pour cette cause. Je salue à sa juste valeur l'appui que la Banque mondiale a résolu d'accorder à la réduction des risques liés aux inondations que notre pays a connu du mois de février au mois d'avril 2024 et dont les efforts ont touché 18 de nos 26 provinces. Cet atelier auquel vous êtes conviés pose les jalons de la matérialisation de notre accompagnement par l'un de nos partenaires, à savoir la Banque mondiale, dans la gestion des risques de catastrophes sous la coordination de mon ministère, afin de réduire les chocs socio-économiques liés au changement climatique. La rencontre a réuni plusieurs experts multisectoriels ainsi que de gouverneurs et autres représentants de villes touchées par des inondations en RDC. Test d'évaluation réussi pour la République démocratique du Congo dans l'examen périodique universel du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies qui se tient à Genève, en Suisse. La délégation congolaise composée du ministre des Droits humains, de la communication, du vice-ministre des Affaires étrangères ou encore du premier vice-président de l'Assemblée nationale a vanté les avancées réalisées par le pays de Félix Tshisekedi dans le cadre de la protection de droits de l'homme. Reportage de Rachel Kitita, notre envoyée spéciale. C'est avec brio que la République démocratique du Congo a présenté son 4e rapport à l'examen périodique annuel des Nations Unies aux droits de l'homme. La République démocratique du Congo a donc fait savoir aux membres des pays membres des Nations Unies ses avancées enregistrées les 4 dernières années dans l'avancement des droits de l'homme dans le pays. Tour à tour, la ministre des Droits humains, le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, la vice-ministre des Affaires étrangères ou encore le premier vice-président de l'Assemblée nationale ainsi que l'ambassadeur de la RDC accrédité auprès des institutions ici à Genève ont démontré que le pays de Félix Tshisekedi se met dans le pas ou sur le chemin des droits de l'homme, dans l'avancement des droits de l'homme en République démocratique du Congo. La question de la liberté fondamentale, la liberté des presses, la question des femmes, la question de protection des enfants ou encore des personnes vivant avec handicap ont été évoquées. L'assistance a eu droit, les pays enregistrés ont posé des questions à la République démocratique du Congo sur des questions qui restent encore en suspens, mais également ont formulé des recommandations. La question de l'abolition de la peine de mort a été évoquée et le vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur Chilumbaï, a donné une réponse plus ou moins claire sur cette question que je vous propose de suivre. La RDC est presque un pays abolitionniste par essence parce que ça fait pratiquement 50 ans que la peine de mort n'a pas été exécutée, à l'exception notable de la période trouble d'occupation du Rwanda avec l'AFDEL, et qu'aujourd'hui, les conditions qui sont les nôtres ne permettent pas d'engager le débat sur cette mesure qui permet à réduire l'intensité des violences et la généralisation du crime, plus précisément
de crimes imprescriptibles dans les zones occupées par l'armée rwandaise et que la levée de ce moratoire est exactement destinée à ce genre de criminels afin que l'on apaise les tensions dans cette zone, mais aussi en ce qui concerne le banditisme urbain. Et si la Belgique ne voit aucun progrès enregistré en République démocratique du Congo en matière de droits de l'homme, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur Chilumbai, apporte lui un éclairage à ce sujet. Nous l'avons noté ici par rapport aux préoccupations majeures qui ont été exprimées lors de l'examen périodique passé. Il s'agit notamment de questions de l'éducation, d'accès à l'éducation de base et à la qualité de l'éducation. Il s'agit des questions d'égalité hommes-femmes, de questions d'avancées législatives dans des domaines divers, des droits de l'homme, notamment les questions d'élimination de toute forme de discrimination hommes-femmes, les violences faites à la femme, les discours de haine comme on les a évoqués ici, l'utilisation des mineurs dans les zones d'exploitation minière, l'accès à la santé pour tous, plus précisément des questions de gratuité des maternités et aussi de l'universalisation de l'accès à la santé. Voilà des questions essentielles autour desquelles nos échanges ici ont tourné avec le Conseil des droits de l'homme. En République démocratique du Congo, la question de la liberté d'expression ne se pose pas, d'autant plus que toutes les parties prenantes ou la classe politique a son mot, a sa parole au sein des institutions, aussi bien aux institutions nationales que les institutions provinciales. Je vous propose à ce sujet d'écouter le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, qui revient également sur la question sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Écoutez, en matière de liberté d'expression, vous pouvez retenir que nous avions une nouvelle loi qui est venue remplacer une loi vieille de 27 ans et qui nous a permis d'engranger une vingtaine de places dans les classements de Reporters sans frontières. C'est les classements à la matière, c'est l'un des points qu'on a relevé parce que nous étions ici à la fois gouvernement, Assemblée nationale, Conseil supérieur de la magistrature et vous avez eu l'occasion de suivre parce que nous nous sommes repartis les rôles pour porter ensemble la voix de la République démocratique du Congo devant le Conseil des droits de l'homme. La situation dans l'Est, comme vous l'avez suivi, c'est l'épicentre de la violence. Toute la concentration des violences de droits de l'homme dont on parle, c'est vie là-bas, du fait justement de l'agression du Rwanda. Parce que c'est ça qui permet, c'est à cause de ça qu'on tue des enfants, c'est à cause de ça qu'on attaque les écoles, mais c'est à cause de ça qu'on cause des dégâts dans l'environnement, c'est à cause de ça qu'on viole des femmes. Et donc nous pensons, dans le cadre justement des défis que nous devons relever, ramener la paix dans cette partie du territoire nous permettra de manière encore plus efficace de protéger et de faire la promotion des droits de l'homme. La question de la protection de la communauté LGBT a aussi été évoquée par les participants et à ce sujet, la vice-ministre des Affaires étrangères a été on ne peut plus claire, même si en République démocratique du Congo, la loi et même la coutume ne favorisent pas cette pratique, ils sont pour autant protégés comme tout autre citoyen. Concernant l'orientation sexuelle et la protection des communautés LGBT dans mon pays, il est important de préciser que cette pratique ne fait pas partie de nos valeurs et de nos traditions. Toutefois, le noyau intangible des droits de l'homme est toujours observable à leur égard. Nous citons le principe de non-discrimination, le droit à la vie et l'interdiction de la torture. Plus de 3 heures de débat, la République démocratique du Congo a ainsi passé son examen, un examen passé avec brio, comme le disent certains participants micro fermés à l'extérieur de la salle. Depuis Genève, en Suisse, Rachel Kitita, Actu 30. Le dossier du journaliste Patrick Lokala et de Mike Mukebai, ancien journaliste devenu acteur politique, suivi de près par le ministre de la Justice, garde des Sceaux. C'est ce membre du gouvernement qui a apporté ses assurances lors de sa rencontre avec la presse lundi à Kinshasa en marge de l'ouverture des États généraux de la justice. On l'écoute. J'ai reçu la lettre des Mike Mukebai et croyez-moi, nous sommes suffisamment impliqués pour que la bonne justice soit dite. Et elle sera dite. Et donc, je crois que dans les jours qui viennent, vous aurez une issue de
du dossier Mike Mukeba. Donc, sans interférer dans le fond, dans l'instruction et même dans l'indépendance du pouvoir judiciaire, nous allons veiller que ces droits soient protégés et garantis. Concernant notre ami Lokala, non, je peux vous rassurer que des mesures avaient été immédiatement prises pour la suspension et l'arrestation de tous les agents de la police du parquet qui étaient intervenus dans l'exécution du mandat d'amener, délivré contre M. Patrick Lokala. Jusqu'au moment où je vous parle, ils sont sous suspension et puis poursuivis. Il y en a qui se sont pratiquement volatilisés dans la nature et la justice est à leur recherche. Et pendant ce temps, nous travaillons pour que les droits fondamentaux de M. Patrick Lokala soient préservés et garantis. Le diocèse d'Ekikwit encourage la justice à bien faire son travail face à la spoliation de sa parcelle située dans la commune de Limete à Kinshasa. Cette juridiction ecclésiastique s'oppose aux allégations sans fondement de plusieurs personnes à la suite de la détention du dénommé Raoul Nzoudoumyanzi et de son avocat Mavula Mangwabi derrière cette spoliation. Selon l'abbé Célestin Kikala, le tribunal de grande instance est en train de dire le droit. Le diocèse entend reprendre le droit sur sa parcelle acquise depuis 1981. La parcelle située sur l'avenue Frésias, au numéro 652, quartier résidentiel dans la commune de Limete, est sans conteste les biens du diocèse d'Ekikwit-Asbel, dont il occupe depuis 1981 du vivant de Monseigneur Alexandre Bukanzundu. Et donc, jour pour jour, 43 ans avant que n'apparaisse le nommé Raoul Nzoudoumyanzi en 2024, qui semble-t-il neveu de feu Monseigneur Bukanzundu, qui a obtenu à la faveur d'un jugement unique et à l'avant-vite une exécution sur minute sans que la cause n'ait connu une instruction au fond. Le fameux certificat d'enregistrement dont s'est prévaut M. Nzundu Raoul pour occuper la parcelle du diocèse d'Ekikwit-Asbel est justifié d'un mandat qu'il aurait donné à Maître Mavula Mangwabi n'existe que dans leur sac. Nous leur disons que ce temps est déjà révolu. L'état de droit dans notre pays est déjà en marche. Les intouchables n'existaient plus. La décision relative au contrôle de viabilité de pharmacie de la ville de Kinshasa est sujet propos divers du côté des pharmaciens, mais également des tenanciers de cet établissement de vente de médicaments. Plusieurs reconnaissent, pointent les mauvaises conditions sociales derrière la non-viabilité de plusieurs pharmacies. Ces personnes ont été interrogées ce mardi par nos reporters. Après l'expiration du moratoire accordé aux centres hospitaliers et pharmaceutiques en ce qui concerne leur viabilité, le ministre provincial de la Santé a annoncé la mise en place d'une commission d'enquête qui devra procéder à la fermeture des pharmacies non en règle avec la loi. Une décision qui laisse perplexe les tenanciers des pharmacies dans la capitale. Au-delà de ce que le ministère de la Santé nous demande, il y a d'abord ce que la DGI nous demande, entre autres l'RCSM, l'identification nationale, les numéros d'impôt. Ce sont des documents que nous devons avoir. Ces documents coûtent aussi cher. Au-delà de ça, le ministère de la Santé nous impose aussi d'autres documents qui coûtent énormément cher par rapport à ce que la DGI nous demande. Hormis cela, il y a aussi l'exigence qui nous oblige à engager un pharmacien de formation à qui on doit payer énormément cher. Exemple, nous imposer un salaire de $600, $500, même pas un seul pharmacien, mais on nous oblige d'en avoir deux. Alors, les pharmaciens en question, soit les tenants, les propriétaires de pharmacie, touchent combien par mois, ils produisent combien par mois, ils doivent faire face au loyer,
et lui-même doit se retrouver dans ça. Du côté du syndicat national des pharmaciens du Congo, cette décision est vivement saluée. Ici, on appelle plutôt ces tenaciers de pharmacie à se conformer à la loi. Cette initiative va dans le sens de l'assainissement du secteur pharmaceutique. Et nous saluons, nous encourageons le ministre à faire un très bon suivi à ces dossiers-là. À tous les tenanciers de pharmacie, ils ne peuvent pas s'opposer. Par contre, ils doivent se conformer à la loi. Nous les encourageons de se conformer à la loi. C'est plus simple, facile. Dans toutes circonstances, il y a toujours probabilité de pouvoir négocier. Et on négocie qu'avec ceux qui sont en droit et dans les normes. À noter que le ministre provincial de la Santé avait, dans une note circulaire, interdit au bourgmestre la délivrance des autorisations d'ouverture des centres hospitaliers et pharmaceutiques à des particuliers. C'est par ici que prend fin cette session d'information. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve ce jeudi. Bonne suite de programme.